Bonsoir les amis, chers camarades militants, je vous salue. Je vous avais promis que je devais faire une émission ce lundi concernant l'alliance que M. Henri Konan Bédié, le président du PDCI et RDA, voudrait bien sceller avec les dirigeants du FPI. Nous en avons parlé à notre émission du samedi. Mais si nous revenons encore dessus, seulement 48 heures après, c'est compte tenu de ce que nous avons reçu comme réaction de vous, de ce que vous avez évoqué comme inquiétude, de ce que vous avez évoqué comme point essentiel, important, indispensable, sur lesquels tous les deux partis se doivent d'obéir, doivent chercher à développer dans cette alliance pour que l'alliance nous profite à tout le monde, profite aux Ivoiriens, profite à la Côte d'Ivoire, afin que nous cherchions à comprendre comment nous devons oublier ces moments difficiles, ces moments douloureux, et aller à la réconciliation, amorcer la croissance de la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire qu'on a toujours voulu prospère, calme, unie et souveraine. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai fait la dernière fois, je reviens encore dessus pour dire qu'est-ce que nous devons entendre par une alliance. Une alliance, ça veut dire qu'on s'allie à quelqu'un. On s'allie à quelqu'un parce que on voit les choses de la même façon que la personne. Même si ce n'est pas à 100%, le peu qu'on partage ensemble nous amène à nous asseoir ensemble à une même table et voir comment on peut régler ce que nous avons en commun, développer ce que nous avons en commun et comment on peut arriver à pallier, sinon à surmonter nos différends de façon à ce que cette alliance-là soit franche, sincère, forte pour tout le monde. Les Ivoiriens s'inquiètent aujourd'hui du fait que M. Bédié ne serait pas sincère ou alors que M. Bédié va à la dernière minute rejoindre le RHDP, c'est-à-dire le RHDP unifié. Mais nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont pas des raisons de penser cela. Mais en même temps aussi, nous devons dire que M. Bédié vient vers le FPI. Il faudrait qu'on accorde une chance à cette alliance. Il faudrait qu'on lui accorde à M. Bédié le bénéfice du doute, comme j'ai dit la dernière fois. Il faudrait qu'on donne la chance à M. Bédié de s'exprimer. Ce qu'il entend par cette alliance avec le FPI et pourquoi il a décidé de s'allier au FPI, nous devons alors accepter de chercher à comprendre les motivations de ces actes. Ceux qui ne sont pas pour l'alliance, ou alors qui ne croient pas, je ne dirais même pas qu'ils ne sont pas, qui ne croient pas à cette alliance, qui ne croient pas à la sincérité, à la franchise de cette alliance, ont quand même leurs raisons. Mais à chaque étape, il faudrait qu'on arrive à se comprendre, à essayer de tolérer certains comportements ou bien certaines bavures, entre parenthèses, pour qu'on puisse avancer. Si nous voulons construire une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens se sentent chez eux, qu'ils soient au travail, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient dans les magasins, qu'ils soient chez eux en famille, qu'ils sentent cette assurance-là, nous ne pouvons pas demeurer dans les rancunes, nous ne pouvons pas demeurer dans les palabres. Nous revenons au fait que
certains ont parlé du fait que M. Bédié, il ne croit pas en cette alliance-là, du fait que M. Bédié a posé des actes dans le passé qui font que eux, ils ne veulent même pas entendre parler d'alliance. Mais on ne peut pas construire un pays dans la déchirure. C'est pour ça que j'ai dit à tous mes amis, à tous mes camarades militants, il faudrait qu'on fasse un effort sur nous-mêmes. C'est dur, c'est difficile. La pilule est amère, mais on doit apprendre comment on va essayer de l'avaler pour ne pas que ce goût amer-là reste trop longtemps au fond de nos mâchoires ou bien sous nos langues. M. Bédié s'est allié au RDR pour gouverner le pays, pour aller au pouvoir. Ils ont créé le RHDP. M. Bédié est resté là, d'après ce que les camarades, vous m'avez rapporté. Vous avez dit que M. Bédié est resté là. Il y a eu des gens qui ont été assassinés, torturés, enlevés. Des gens sont allés en exil. On les a poursuivis jusqu'en exil pour aller mettre fin à leur vie ou alors les ramener pour les mettre en prison. On leur a même dit qu'ils pouvaient rentrer au pays et dès qu'ils sont rentrés, ils se sont retrouvés incarcérés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ont leurs biens toujours confisqués, leurs avoirs toujours gelés et M. Bédié vient pour sceller une alliance avec le FPI. Alors, ils se disent que s'il veut montrer sa sincérité, il doit faire en sorte que ces comptes-là soient dégelés, que les biens, par exemple les maisons que des gens ont travaillé pendant toute leur vie, ils ont acheté, où les rebelles habitent en ce moment, il faudra que les gens là rentrent en possession de leurs biens. Et que s'il fait ce geste-là, et il est capable de le faire, et il est capable d'amener les gens à le faire, à respecter ça et à rétablir l'ordre qui existait avant la crise post-électorale, alors ils comprendront la sincérité de M. Bédié. Mais quelque part aussi, il faudrait que tous les Ivoiriens comprennent, comme Feu Président ou Feu Boyou le disait, on ne reste pas dans les maniants pour enlever les maniants. Alors il y a une crise au niveau du RHDP. M. Bédié, après l'appel de Daoukro, il était question qu'en 2020, le candidat soit PDCI et que c'était le tour du PDCI. Et on a tous lu dans la presse, on a tous entendu des discours de certains dirigeants, et pas des moindres, du RDR qui disaient qu'ils n'ont jamais promis le pouvoir à qui que ce soit, et que cette affaire d'alternance de gouvernance, il faudrait que les gens du PDCI oublient ça. Mais on a tous entendu, on a tous écouté, on a tous lu dans la presse l'appel de Daoukro et tout ce que l'appel de Daoukro a engendré comme conséquence ou bien comme facilité. Peut-être pour eux, mais difficulté pour l'opposition. Et ils sont restés sur cette base-là, sur cet accord, sur cet appel de Daoukro pour diriger le pays jusqu'à ce qu'ils se sentent dans l'obligation, je vais parler du PDCI, de quitter l'alliance RHDP parce que le PDCI et ses dirigeants ont trouvé qu'ils ont été grugés. Ils ont trouvé que les accords de Daoukro ont été violés ou alors sont en train d'être violés. C'est comme ça que M. Bédié et le PDCI avec ses militants se sont retirés. Alors M. Bédié vient vers le FPI. Bon, beaucoup de militants du FPI disent qu'il faudrait que M. Bédié montre sa sincérité. Mais quand on parle de sincérité, il faudrait qu'on accepte aussi de se poser la question, est-ce que nous, je ne suis pas FPI, mais je veux parler au nom des militants FPI. Je ne suis pas mandaté,
Mais par rapport aux discussions, par rapport aux causeries que j'ai eues avec eux sur la toile ou bien au téléphone ou bien sur les réseaux sociaux et tout, il faudrait qu'on sache, eux aussi, vous demandez combien de fois M. Bédier sera sincère. Alors, jetez-vous aussi la balle pour dire que nous aussi, il faudrait qu'on montre notre sincérité. Parce que quand on regarde le visage, pour ne pas dire le paysage politique de la Côte d'Ivoire, depuis 1990 jusqu'à ce jour, le même FPI qui demande aujourd'hui la sincérité du président Bédier et du PDCI, à un moment donné, s'est allié au RDR contre le PDCI. On se rappelle encore, après le coup d'État de M. Bédier, où M. Bédier a demandé à ce que les gens prennent la rue, et les gens n'ont pas pris la rue. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a évoqué même cette rancune-là que M. Bédier a gardée. Mais je dis que ce sont des spéculations. M. Bédier n'a pas dit à tout le monde que c'est parce que les gens ne sont pas sortis dans la rue. Mais les gens dont il parle des Ivoiriens. Ça veut dire que dans ces Ivoiriens-là, il n'y a pas que les militants FPI. Il y a aussi les militants PDCI, USD, PIT, et il y a des gens même qui ne sont dans aucun parti, mais qui sont quand même militants à leur façon. Donc ce ne sont pas seulement les militants du PDCI, du FPI plutôt, qui n'ont pas pris la rue. Il y a les militants du PDCI aussi qui sont restés chez eux. Alors là, on ne peut, M. Bédier, je leur ai dit que M. Bédier ne peut pas, vous ne pouvez pas dire que M. Bédier a gardé rancune pour la simple bonne raison que c'est tous les Ivoiriens qui ne sont pas sortis dans la rue. Donc chacun de nous a un petit de cette faute ou alors a un petit de cette rancœur-là. Et ça, c'est un. Deuxièmement, le FPI a eu à sceller des alliances avec le RDR à des moments donnés. Un militant du PDCI, par exemple, m'a dit il faudrait que les gens arrêtent d'accuser nous du PDCI, c'est-à-dire eux, les militants du PDCI, d'avoir vendu la Côte d'Ivoire. Et il a dit, M. Alassane a dit devant tout le monde, et même Mme Alassane Ouattara aussi a dit, même si on doit tuer 100 personnes, 100 000 personnes pour gouverner ce pays, on le fera. Et M. Alassane a dit, je vais rendre ce pays ingouvernable. Et c'est M. Alassane qui a renversé M. Bédier. Il faudra qu'on soit clair. Au départ, on a fait qu'on croit que c'était Gueye Robert, le général Gueye. Mais après, nous tous, on a compris. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on connaît qui est le père, qui est le grand-père, qui sont les parents, quels sont ceux qui constituent la famille de la rébellion. Donc, on ne peut plus se voiler la face. Et ce monsieur-là a dit, je répète, M. Alassane fait à tout prix le désordre s'il ne gouverne pas. Et il a la communauté internationale derrière lui. Alors, si moi, Bédier, je n'ai plus d'armée, je n'ai pas d'armée, je n'ai jamais eu d'armée d'ailleurs. L'armée que j'ai, c'est l'armée nationale pour avoir dirigé la Côte d'Ivoire pendant aussi longtemps, c'est-à-dire depuis Houphouët-Boigny jusqu'à lui. Et donc, tout ça fait que je ne peux pas m'allier au FPI parce que les gens ne veulent pas du FPI, c'est-à-dire la communauté internationale ne veut pas du FPI. Ils se sont rangés du côté du RDR. Et le RDR a envoyé une rébellion. Le RDR a des armes, le RDR a des militaires, le RDR a des soldats, des rebelles, des étrangers qui se sont mis avec les rebelles pour combattre l'armée nationale même de la Côte d'Ivoire, qui était ce qu'on appelle l'armée du président Gbagbo, parce que c'est lui qui était le président légitime. Et donc l'armée, la gendarmerie et la police doivent se mettre à la disposition du gouvernement pour défendre les intérêts de la République. Alors, dans ces conditions-là, si je me mets avec M. Gbagbo, si je me mets avec les gens du RDR, du FPI, cette
cette guerre, cette rébellion-là va toujours demeurer. Autant me mettre avec ceux que la communauté internationale supporte, ceux que la France de Sarkozy a armés, ceux que la France de Sarkozy s'est érigée en camarade avec, contre M. Gbagbo, le président Gbagbo. Donc, il est mieux que je sois avec ceux-là pour une question de paix, pour une question de tranquillité. Bon, avec ce qui a suivi après, les gens sont un peu fâchés, ils disent que accordons-lui le bénéfice du doute, que M. Bédier n'aurait pas su qu'il y allait avoir des malversations, c'est-à-dire des crimes, autant de malversations et tout ça. Mais quand ça s'est passé, est-ce que M. Bédier, en tant que grand frère, il a eu un jour à appeler M. Alassane Dramane Ouattara pour lui dire que voilà, il ne faudrait pas qu'on fasse ceci parce qu'après tout, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes tous une même nation. Il y a eu des crises, le président Gbagbo est à la haie, mais il faudrait qu'on passe vers une situation d'apaisement, une situation d'entente, une situation d'unité, et qu'il ne l'aurait pas fait. Mais je pense, comme je l'ai dit, si aujourd'hui il revient pour sceller une alliance, parce que d'abord il a été trompé, il a été trahi par M. Alassane Dramane Ouattara et le RDR au sein du parti unifié, c'est-à-dire le RHDP, et qu'il revient aujourd'hui sur sa décision pour sceller une alliance avec le président Sangaré Abou-Dramane, avec le FPI, acceptons le principe. Parce que si on n'a pas accepté le principe, on ne verra pas la sincérité dans les actes qu'il doit poser. Il y a un proverbe à Caen qui dit que pour connaître la vérité, ce n'est pas difficile. C'est pour attraper votre cœur, pour que cette vérité arrive là, qu'il y a le problème. Sinon, la vérité peut toujours ressurgir, mais le calme, la patience surtout, que vous devez afficher pour arriver à ça, c'est ça qui est le plus important. Alors pour cela, après cette discussion, les gens ont leur position. Ils ont avancé des arguments vraiment fiables. Il y en a qui ont trouvé que les gens n'avaient pas le droit d'avancer ces arguments-là. Mais à la fin du compte, au bout du compte, qu'est-ce que nous recherchons? Je ne pense pas que M. Bédier aujourd'hui recherche la guerre encore. Il a financé la rébellion à près de combien de milliards, d'après ce que les gens ont dit. D'accord. Mais quelquefois aussi, vous posez des actes et vous vous rendez compte que vous avez fait du tort aux gens. Quelquefois aussi, ce n'est pas facile de réparer certains torts. Parce que c'est tellement grand. Même si vous vous excusez, et vous devez vous excuser d'ailleurs, ce n'est pas une raison pour ne pas vous excuser. Mais même si vous vous excusez, les pertes en vie humaine, c'est du gâchis. Il n'y a rien qu'on peut faire. Ces gens-là sont morts, ils sont partis, on ne peut plus les voir. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant que la Côte d'Ivoire ne doit pas avancer. Nous refusons de dire que ces gens-là, leurs parents, n'aient pas de raison de se plaindre. Non, 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 ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de raison de demeurer dans la douleur, dans les deuils. Non, 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 ce n'est pas le cas. Nous partageons votre douleur, nous partageons les angoisses, nous partageons les inquiétudes. Mais comme on l'a dit, il faut qu'on avance. Il faut qu'on oublie pour qu'on aille à la réconciliation. Peut-être que dans ce que M. Bédier est en train de poser comme alliance aujourd'hui avec le FPI, peut-être que cet acte-là va lancer vraiment les bases de la réconciliation. Je reviens dessus parce que nous tenons vraiment à la réconciliation. Si M. Alassane Dramane Ouattara a refusé la réconciliation, il sait pourquoi. C'est parce qu'après une réconciliation, vous devenez fort.
Parce que avant la réconciliation, vous êtes divisés. La réconciliation vous met ensemble, met vos forces ensemble. Et dans ces conditions-là, vous devenez fort. Voilà un cas très palpable, le cas des Hébriers. Où tous les villages hébrieux, et je dis tous les villages hébrieux se sont mis en alerte pour venir aider, défendre et supporter leurs frères d'Adjamé village. Parce qu'il y a Adjamé Benjerville qui est de la commune de Benjerville et puis il y a Adjamé village qui est Adjamé qu'on connaît. Et donc la solidarité avec laquelle ils ont décidé de poser ces actes-là a amené aujourd'hui le pouvoir à négocier. Et le pouvoir même dit qu'ils ne sont pas au courant de cette affaire de 4e pont. Non pas qu'ils ne sont pas au courant du pont, mais la façon, c'est-à-dire d'approcher les populations pour dire que vous allez déguerpir parce que le pont doit être construit, qu'ils ne sont pas au courant. Mais je prends le pouvoir au mot pour dire que vous posez des actes et vos actes vous suivent. Que ces actes-là soient bons ou mauvais, ça vous suit. Si vous posez des actes qui sont mauvais, c'est le mauvais qui vous suit. Et c'est du mauvais aussi que les gens se rappellent. Et c'est ça aussi qui va faire votre, comme les Anglais disent, votre legacy. C'est-à-dire, c'est ce que les gens vont retenir comme souvenir de votre personne, de votre gouvernance, de votre passage. Alors, si vous posez aussi des actes dans le positif vous suit. Et c'est là le gros problème. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais brosser ça rapidement. Pour Danga, le pouvoir a dit qu'il n'était pas au courant. Il y a eu des situations où ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Même les pluies qui ont eu à endeuiller plusieurs familles, la façon dont ils se sont pris, après ils ont dit que non, ce n'était pas comme ça. Mais beaucoup de fois où j'ai parlé, je ramène beaucoup de situations aux États-Unis où je vis, dans le contexte des États-Unis où je vis. Et les gens se plaignent souvent pour dire que, mais on n'a pas les moyens des États-Unis. On peut ne pas avoir les moyens des États-Unis, mais on peut faire ce qu'ils ont fait de positif. On peut retenir ça et appliquer ça à nos gouvernements, à notre propre échelle, avec les moyens que nous avons. C'est pour ça que j'ai dit, surtout pour l'inondation, j'ai dit, aux États-Unis ici, dès qu'on a annoncé qu'il va y avoir une tempête de neige, ou bien il va y avoir des pluies diluviennes, ou bien il va y avoir telle ou telle calamité, on déclenche une équipe, on actionne tous les éléments de l'équipe, et si on devait faire ça en Côte d'Ivoire, il s'agit du fait que le ministre de la Santé, le ministre des Infrastructures, le ministre de la Sécurité et le ministre des Affaires sociales devaient conjuguer leurs efforts de façon à ce qu'ils aient des pôles, par exemple, où les gens peuvent aller s'abriter. Quels sont les numéros d'urgence que les gens peuvent appeler parce qu'ils ont des parents qui ne sont pas rentrés du travail? Ou alors, et comment assister les gens? Et on devait canaliser les gens pour leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils sortent. Il ne fallait pas qu'ils sortent, quel que soit l'état ou bien quelle que soit la marque de voiture qu'ils conduisent. Parce qu'il y en a qui étaient dans des 4x4 de marque allemande, par exemple, les Mercedes, les BMW, qui ont trouvé que c'était des voitures solides et c'était des voitures hautes. Mais après, on les a retrouvés morts dans la boue. Pour dire que l'État a manqué à son devoir. Et quand on dit qu'on dirige un pays, on est censé savoir qu'on doit assurer la sécurité
des personnes et des biens. On doit veiller au respect des droits de l'homme, des citoyens. Les citoyens ont droit à la vie. Ils ont le droit de se déplacer. Mais quand les déplacements, par exemple, vont avoir une conséquence néfaste sur leur vie, vont compromettre leur sécurité, il est lieu de les canaliser, de les encourager à rester chez eux et de les décourager à sortir. Vous voyez? Donc c'est là le gros problème avec ce gouvernement. À chaque fois qu'on les prend, on les met devant les faits, ils ne sont pas au courant. Quand est-ce qu'ils vont être au courant de quelque chose? Et quand ils disent qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas, ils ne sont pas au courant de cette affaire de pont, mais je veux savoir et je demande aux Ivoiriens de se poser des questions, de se demander, le gouvernement de mon pays, quand le gouvernement se réunit le mercredi en conseil des ministres, de quoi parlent tous ces gens qui sont assis autour du chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Et je pense que parce que le gouvernement, ou bien la gouvernance, ou bien l'État, c'est une continuité, si on a fait un conseil des ministres aujourd'hui, qu'on a décidé quelque chose, au prochain conseil des ministres, ou bien dans 2 semaines, ou bien 3 semaines, on doit rendre compte la décision qu'on a prise, comment elle a été appliquée, comment la population a réagi, quelle est la faisabilité. Je reviens encore sur ce problème de vaccination qui est un problème, par exemple, qui est un exemple très simple. On décide de vacciner les enfants contre la polio. Et on a dit que c'est une campagne qui va s'étendre sur 6 semaines. Au bout de 2 semaines, il y a 85% des enfants qui sont vaccinés. Ça veut dire que ce programme-là est effectif. Et les choses même s'en vont au-delà des prévisions. Mais si on a prévu cette campagne-là de vaccination qui doit s'étendre sur 6 semaines, et au bout de 5 semaines, on a à peine à vacciner 30% des enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne devait même pas attendre jusqu'à 5 semaines pour se rendre compte que c'est seulement 30% des enfants qui ont été vaccinés. Après 2 ou 3 semaines, on devait avoir une idée. Et donc, on doit changer la stratégie. On doit changer comment on a conduit la campagne et revoir où est-ce que ça ne... Ah non, peut-être que les centres de vaccination sont éloignés, les parents doivent se déplacer en voiture et beaucoup n'ont pas l'argent pour envoyer leurs enfants. Dans ce cas, on va changer les données pour amener les centres de vaccination vers la population. Au lieu que ce soit la population qui parcourt des distances pour venir au centre de vaccination, le centre de vaccination maintenant se déplace vers la population. Alors, quand on me dit, non, on n'a pas l'argent des États-Unis, on peut faire ça. Si on a pu installer un Sénat avec tout l'argent qu'on a mis dedans, moi je pense que l'argent qui a servi pour le Sénat est encore plus important à dépenser ça pour prévoir du carburant. Partout, il y a des casernes de sapeurs-pompiers. De façon à ce que cette famille de près de, je ne sais pas combien de personnes à Bassam, tout le monde est mort calciné, et il y a eu encore un autre cas à Divo. Pour Bassam, Divo, je n'ai pas toutes les informations, mais pour Bassam, il paraîtrait que les pompiers ont été alertés à 3 heures du matin et ils n'ont pu être sur les lieux qu'à 6 heures, 3 heures. Pour le travail que moi je fais, quand il s'agit de la vie d'un être humain, chaque seconde compte. On a vu des gens qui sont allés eux-mêmes aux urgences. Ils ont marché. Ils sont allés aux urgences. Ils se sont assis. On les a reçus. On les a mis sur les brancards. Et les 30 minutes qui ont suivi,
On a appelé des gens pour nettoyer le corps, pour pouvoir déposer le corps à la morgue. Pour dire que tout peut basculer d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Alors que les pompiers soient appelés à 3 heures du matin et c'est seulement à 6 heures qu'ils se présentent sur les lieux. Le ministre de la Santé, je ne sais pas, je crois que les pompiers dépendent du ministère de la Défense ou bien je ne sais pas où, mais tous ces gens-là, on devait même les enfermer carrément. Parce que vous ne pouvez pas avoir ces salaires exorbitants et puis ne pas avoir même un petit sentiment de partage, d'assistance à la population. Alors, revenons à l'alliance avec M. Bédier, l'alliance de M. Bédier avec le FPI. Et nous insistons pour dire que le FPI demande la sincérité, ou bien les gens demandent, est-ce que M. Bédier est sincère? Parmi nous tous, soyons sincères avec nous-mêmes, avant qu'on exige que les autres soient sincères. Il va poser des actes. Et les actes qu'il aura posés, je parle de M. Bédier, démontreront plutôt de la sincérité. Nous démontrons par ces actes, nous apprécierons ce qu'il fait, nous aurons le temps d'apprécier tout ce qu'il a eu à poser comme jalon ou bien comme fait qu'il a eu à exercer dans cette alliance-là. Les gens s'inquiètent parce que, au départ, M. Bédier a fait des choses. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas que le PDCI vienne au pouvoir qui quitte le RHDP. OK. Mais il y a des gens parmi nous qui doutent encore. C'est-à-dire, ils sont dérangés, ils ne sont pas tranquilles pour le fait que M. Adjoumani, qui a exprimé clairement qu'il partait au parti unifié, a été radié. Mais ce n'est pas lui seul jusque-là qui a assisté aux réunions ou bien aux manifestations du RDR ou bien du RDR unifié ou bien du parti unifié. Il n'est pas le seul, M. Adjoumani, mais il est le seul qui a été radié. C'est là où les Ivoiriens se posent des questions pour dire que, mais qu'est-ce que M. Bédier fait dans cette situation à partir du moment où quelqu'un comme Maître Aoussou, s'il ne collaborait pas avec le RDR ou bien le parti unifié, tel que vous connaissez M. Alassane Dramane Ouattara, on ne l'aurait pas promu, on n'aurait pas choisi, on n'aurait pas exhorté les gens à le choisir comme le patron du Sénat. Ça fait 2. M. Adjoumani, le fait d'être radié, ça fait 1. M. Aoussou, ça fait 2. Maintenant, le groupe de M. Patrick Tachi et autres, à qui on reproche de ne pas jouer franc jeu. M. Bédier les a convoqués. Ils ont donné leur parole, mais quand ils sont sortis, ils ont dit autre chose. Bon, tout ça fait que ça continue d'alimenter ce doute autour de cette alliance. Tout ça fait que les gens restent sur leurs faits. Aujourd'hui, les gens disent, mais M. Bédier doit se prononcer sur les échéances électorales, les dates. On a requis de reporter ces élections-là. On a requis de faire des aménagements au niveau de la CEI. Ça n'a pas été fait. Et pourquoi ils ont des candidats, ils s'en vont aux élections? M. Bédier doit se prononcer. Et toutes ces questions qui reviennent dans la tête, sur les lèvres des gens, font que les gens continuent de douter. Mais laissons le temps agir. Laissons le temps se faire. Et laissons M. Bédier poser les actes de cette alliance-là. De toutes les façons, comme le président Gbagbo disait, on verra le dos du nageur. S'il est sincère, il y a des actes
qui vont sauter aux yeux. Il y a des choses même parce qu'ils s'allient au FPI parce qu'ils ont des choses en commun. Il n'aura pas besoin d'insister parce que ça sera clair. Eux tous là, ils veulent conquérir le pouvoir. Ils veulent être au pouvoir. Maintenant, les actes que vous allez poser pour aller au pouvoir ou bien pour obtenir le pouvoir, ça doit concorder. Ça devrait concorder. Mais si un dit que voilà la voie qu'on va suivre pour faire tel chose, parce qu'il faut qu'on arrive à cette fin-là pour que ça soit comme ça, et que tu te retrouves, que tu ne vois pas les choses comme ça, ça veut dire que tu t'allies à quelqu'un avec qui tu ne partages rien en commun. Donc ce n'est plus une alliance. À mon avis, ça sera de l'espionnage. Parce que si vous approchez quelqu'un avec qui vous pensez partager des choses, et vous avez des séances de travail, les gens vous lisent des secrets, et que vous avez autre chose derrière la tête, ça veut dire que vous êtes carrément, purement et simplement un espion. Si vous êtes espion, vous êtes en train de trahir une mémoire, vous êtes en train de trahir des gens. Et c'est là où j'arrive à m'adresser aux militants du PDCI. Aujourd'hui, les gens disent que vous ne vous êtes jamais battus. Effectivement, parce que le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, a imposé le PDCI à tout le monde. Moi, je suis issu d'une famille d'enseignants. Mon père était instituteur. On leur prélevait de l'argent sur ce magazine Fraternité Hebdo. Et c'était le magazine du parti, du PDCI. Mais quand vous prélevez de l'argent à des fonctionnaires pour soutenir, ou bien pour maintenir, ou bien pour financer un parti politique, vous ne savez pas si tout le monde est dedans. Et on connaît les capacités, on connaît le réseau d'amis, le cercle d'amis, on connaît les relations que feu Félix Houphouët-Boigny avait dans le monde, qui faisait que beaucoup de gens, quand bien même qu'ils ne soient pas PDCI, RDA, mais ils ne parlaient pas, ils ne se prononçaient pas, ils n'étaient pas contents, mais ils acceptaient. Et donc, cette passivité-là s'est répandue sur tout le peuple lacan, sur tous les Baoulés pour dire que c'est des gens qui ne se sont jamais battus à cause de ce genre de situation. Parce qu'ils auraient pu se constituer pour dire que non, nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas besoin, on peut même au niveau du syndicat, on peut avoir un magazine où on a nos cours et tout, mais pourquoi on met le curriculum scolaire dans Fraternité Hebdo et on nous prélève de l'argent pour qu'on aille prendre notre journal à l'inspection? C'est une dictature, c'est une façon d'exploiter les gens, c'est une façon d'abuser des gens, des fonctionnaires, des enseignants. Je dirais des enseignants du primaire parce que c'était la plus grande majorité, c'est-à-dire qu'ils constituaient le plus gros nombre de fonctionnaires. Et donc, c'était facile de leur prendre de l'argent et ça faisait beaucoup en même temps. Et quand les gens disent que les militants du PDCI plutôt n'ont pas été habitués à se battre, effectivement, mais ça s'explique aussi par le fait que en pays à Caen, il y a eu beaucoup, il y a ce qu'on appelle les royaumes, il y a ce qu'on appelle les chefs cantons. Et donc, le chef du village, le chef canton, le roi, on lui doit respect. Et dès qu'il y a une situation, le roi convoque ses notables, ils prennent une décision, ils informent la population, ils discutent. Et puis ce qui sort de cette réunion, ce qui sort comme décision, tout le monde s'aligne derrière cette décision. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de l'appel de Daoukro. Parce qu'en tant que président du PDCI RDA, et dans les textes du PDCI, il paraît que les courants même ne sont pas permis, les tendances ne sont pas permises. Alors, ce que le président Bédier prend comme décision, c'est la décision du groupe, c'est la décision de tout le monde. Et c'est ce qui fait que les autres Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont dans les autres partis politiques trouvent que
les gens au PDCI n'ont pas appris à se battre. Parce qu'on prend une décision et puis tout le monde s'aligne dessus. Et je sais, nous sommes tous convaincus que les élections du second tour, les élections de 2010, au second tour, tous les militants PDCI n'ont pas voté 100% pour le RHDP. Mais ils ne l'ont pas aussi exprimé, ils n'ont pas aussi fait savoir ça. Ils se sont tus, ils ont voté celui qui pouvait voter dans les coulisses. Mais comme la décision, la grande décision qui vient de la direction du parti, des instances du parti, dit qu'on s'aligne avec le RDR derrière le RHDP, ils ont tous accepté ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, amis et camarades militants du PDCI, on vous voit et on trouve que vous ne voulez pas vous battre plutôt, vous n'avez pas appris à vous battre et vous refusez de vous battre. Mais ce pourquoi, ce dont vous devez être fiers, c'est la force que vous avez. La base du PDCI-RDA. Si vous pensez que les gens ne sont pas conscients, les gens sont conscients de votre force. Alors dans ce cas-là, je vous exhorte à vous faire valoir. Il faut apprendre ce qu'on appelle le vote sanction, l'abstinence, le bulletin nul, pour que nous changeons les choses dans ce pays. C'est dans cette situation-là que vous pouvez changer beaucoup de choses. Où les gens savent que une fois qu'ils sont venus par campagne, vous les avez élus et ils sont partis à Abidjan, ils ne sont plus jamais revenus dans les localités, dans vos circonscriptions et que vous les revoyez 5 ans après parce que c'est le temps des élections. Dites-leur que vous ne les connaissez pas. Ne vous contentez pas d'un t-shirt blanc qu'on vous donne avec l'effigie du PDCI ou bien de pain avec de la sardine ou bien peut-être 5 000, 10 000. Vous valez mieux que ça. Alors, ne vous contentez pas de ça. Et parmi vous, au lieu que quelqu'un arrive d'Abidjan pour dire qu'il est candidat, vous qui êtes resté là, à qui il n'a jamais rendu visite, vous pouvez vous constituer et puis choisir vous-même votre candidat. On a vu les dernières élections, il y a beaucoup de candidats indépendants qui ont été élus. Et quand ils vont voir que les candidats indépendants commencent à constituer un gros groupe parlementaire, vous allez voir que les choses vont changer. Et vous allez vous faire valoir. Alors, c'est ce que je voulais dire concernant l'alliance. Il faudra que M. Bédié sache et comprenne que nous tous, nous attendons beaucoup de lui. Beaucoup parmi nous ne sont pas FPI, mais sont pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Beaucoup parmi nous ne sont pas PDCI, mais sont pour la liberté, la légalité et la justice entre les Ivoiriens. Alors, tous les actes que vous allez poser qui vont concourir à la paix, à la tranquillité, pour sauvegarder l'intégrité territoriale, pour sauvegarder l'honneur et la dignité des Ivoiriens, vous ne devez pas vous éloigner de ces actes-là. Vous devez vous arranger à promouvoir ces actes-là. Et c'est comme ça que si vous avez eu à avoir des manquements, ou alors si vous avez eu à poser des actes que les Ivoiriens n'ont pas trouvé très catholiques, que les Ivoiriens ont trouvé un peu trop égoïstes, c'est le moment maintenant de vous ressaisir. C'est le moment, je pense, de vous racheter auprès de la grande majorité des Ivoiriens. Vous savez plus ou moins que les Ivoiriens aujourd'hui attendent beaucoup de leur pays. C'est-à-dire ils attendent que leur pays leur revienne, que leur pays leur revienne plutôt dans leurs mains. Les Ivoiriens attendent qu'il y ait la paix. Les Ivoiriens attendent d'être réconciliés. Les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens ne veulent pas passer tout leur temps à lire ou bien à se faire raconter
des faits divers. On a découpé tel, un enfant a été retrouvé mort ici, il y a quelqu'un qui a été tué, on lui a enlevé ses organes, oh voilà, il y a eu ceci, voilà, il y a eu cela. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. On a trop souffert, on a assez souffert, on doit aller vers la paix, on doit aller vers la réconciliation. Une réconciliation vraie, sincère, pour tous les Ivoiriens. Alors, M. Bédier, je voudrais solennellement m'adresser à vous pour vous dire que les Ivoiriens attendent beaucoup de vous. Nous attendons beaucoup de vous. Vous devez poser des actes forts. Aujourd'hui, beaucoup sont encore sur leur soif. M. Bédier doit faire des déclarations. M. Bédier doit dire quelque chose. Si c'est parce que vous voulez contrôler quelqu'un que vous ne prenez pas certaines décisions, si c'est parce que vous voulez qu'on vous rapporte les faits réels, que vous êtes dans le silence, ou alors vous engagez ou bien vous observez ce mutisme-là, nous sommes d'accord pour vous accorder le bénéfice du doute. Nous voulons vous donner une chance de rectifier ce qui n'a pas marché, de rectifier les manquements qu'il y a eu. C'est déplorable parce qu'on a perdu des gens. Il y a des gens qui sont décédés qui ne reviendront jamais. Mais il y a une façon aussi de consoler leurs parents, de consoler leurs amis et connaissances. Alors je vais m'arrêter là pour pouvoir aborder le second sujet de cette soirée, qui est le foncier. Je suis revenu dessus parce que je n'ai pas eu le temps de développer un certain nombre de choses, des faits qui se sont passés dans ma région. Après avoir discuté avec des amis ébriés, des gens même très influents, qui ont parlé des discussions en coulisses du pouvoir, c'est-à-dire du gouvernement, avec les autorités coutumières et villageoises d'Adjamé et aussi des autres villages ébriés, il ressort que les indemnisations ou bien les dédommagements qu'on fait devraient se situer à deux niveaux. Par exemple, pour faire le pont, ou alors pour construire une maison, ou bien, supposons la cité administrative. Ceux qui étaient là, vous les déplacez, vous les dédommagez. Mais prenez le cas, par exemple, du pont, le pont à péage. On a dédommagé ceux qui étaient dans le lit du pont, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la trajectoire du pont. Vous les avez dédommagés. Mais à partir du moment où le pont traverse ces villages ébriés-là, je ne tourne pas le couteau dans la plaie. Mais ces gens qui sont à la base des constructions de ponts à péage, des gens qui sont à la base des constructions des gazoducs et des oléoducs pour les exploitations pétrolières et gazières, à partir du moment où ces ponts et ces pipelines traversent des contrées, des villages, occupent des terrains où les gens doivent s'abstenir d'avoir des plantations, de construire. C'est-à-dire, dès que ça passe là, vous ne pouvez plus toucher. L'État devait quand même s'arranger avec ces sociétés, ces multinationales qui se remplissent les poches, qui font de grosses sommes d'argent pour fixer un certain pourcentage à ces populations. De façon à ce que ces gens-là ne se sentent pas grugés. Parce que quand vous avez donné, supposons même que vous avez dédommagé les gens de Jacquesville à 2 milliards de francs CFA, on leur a versé ça. Mais pendant 100 ans ou plus, on continue d'exploiter le pétrole. Et les gros tuyaux la traversent. Vous avez déjà pris la route pour aller à Jacquesville. Ça traverse là, les gens ne peuvent pas faire de plantation aux alentours et tout. Et c'est leur terrain. Vous devez leur verser quelque chose tant que vous continuez d'exploiter le pétrole ou bien le gaz. Tant que les tuyaux continuent de traverser leur terrain, vous devez leur verser de l'argent. De façon à ce qu'ils se sentent à l'aise. Qu'ils puissent. Par exemple, on a détruit des plantations de coco, on a détruit des plantations de palmiers à huile,
des plantations même de café. Les gens ne peuvent plus faire certaines cultures. Et vous les avez laissés sans le pont. Ils étaient avec la barque pendant combien d'années? Alors que cet argent-là aurait pu leur servir pour améliorer ou bien développer Jacquesville ou bien Grand Laou de façon à ce que ce soit des centres touristiques, des sites touristiques, des stations balnéaires et tout ça. Et ça va créer des emplois. Vous ne pouvez pas créer des emplois et le peuple qui peut donner à manger aux gens, vous leur arrachez ça. Je reviens dessus pour prendre le cap de l'ASSO et de l'AVB. AVB parce que c'est pour l'ASSO, c'est au sud-ouest. Je ne sais pas trop comment ça passe, mais je pense que c'est la même chose. Parce que, entre guillemets, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Chez nous, à Béoumi, tous les villages qui étaient concernés, qui étaient dans la vallée du Bandama, qui étaient concernés par des supposées inondations, après qu'on aura fini le barrage de Kossou, il fallait les dédommager. Mais on les a dédommagés comment? On leur a envoyé de la poudre d'œuf, de l'huile, et puis quoi? Ils ont fait des coupées clouées là qu'ils appellent maisons, des maisons sans plafond, des maisons qui ont été crépies, mais vous les avez abandonnées et les gens sont restés là, on les a éloignés de leur terre, on leur a donné quoi? Rien. C'est la même situation. Aujourd'hui, mes parents, nos parents dans cette région, c'est ce qu'on appelle communément Ngbandansi, c'est-à-dire derrière le Bandama, comparativement à ceux qui sont devant le Bandama, qui sont autour de Béoumi, qui n'ont pas ce genre de problème-là. Ceux qui sont derrière le Bandama, on les a déplacés. Mais les forêts, les portions de terre où ils ont dit que l'eau devait envahir ces coins-là, ça va inonder, on a déplacé les gens. Allez voir quels sont ceux qui exploitent ça. C'est les mêmes populations qu'ils ont installées dans le même Mont Péco là. Il y en a qui sont là-bas. Moi, mon grand-père avait des plantations d'orangers que les gens ont utilisées. Vous allez dire que je parle de moi. Non, je parle de ce que je connais. Je ne parle pas de moi, mais je parle d'un problème que mes parents au village vivent. On a déplacé ces gens-là. Aujourd'hui, ce sont des... Je ne veux même pas dire le mot à l'antenne ici pour ne pas blesser des gens. C'est ceux-là qui sont dans les forêts là-bas qu'on appelle Touya. Tous ceux qui sont de Béoumi doivent savoir de quoi je parle. C'est les gens-là qui sont là-bas qui exploitent ça. Et aujourd'hui, ils disputent ces portions-là à nos parents. Des trucs qui ont appartenu à mes grands-parents. Donc le problème du foncier va demeurer tant que l'État ne prend pas ses responsabilités pour faire les choses correctement. Alors, la solidarité, l'union et l'unité des Hébriers est en train de porter fruit. Donc, je reviens encore dessus pour dire aux Ivoiriens que l'unité, l'union, qu'on fasse taire nos querelles de personnes. Des gens viennent dans des partis politiques avec des calculs, avec des agendas, avec des idées bien précises. On leur balance 5-10 millions et ils vendent toute une génération, ils vendent toute la population, ils vendent tout le canton, toute l'ethnie à cause de miettes. Et les enfants, ils finissent les diplômes. Cette dame d'Adjamé qui a dit, nos enfants ont fini les diplômes, ils sont assis à la maison ici, ils n'ont pas de boulot. Et vous voulez nous déplacer? On est dans un pays, les enfants n'ont pas pu aller à l'école. On a tout fait, payer leurs cours nous-mêmes. Les enfants ont fini les études, ils ne travaillent pas. Vous voulez qu'on se déplace à cause de votre 4e pont. Mais des gens, des cadres hébriers m'ont dit qu'il n'y aura pas 4e pont. Que le 4e pont là, on va le négocier autrement. Alors je demande à tous les Ivoiriens de cesser cette façon égoïste de regarder les problèmes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle d'immunité. Quand on a commencé à apprendre dans les coulisses qu'on veut enlever Guillaume Soro, beaucoup ont dit, mais il a été élu. Oui. Mais au moment où on a fait emprisonner Mme Gbagbo qui a été élue, vous n'avez pas réclamé son immunité parlementaire. Vous n'avez pas réclamé vous-même les députés. Aucun des députés n'a dit non. Elle est députée.
Et avec elle, il y a d'autres députés aussi qui se sont retrouvés en prison. Pour M. Soro, vous parlez de... Il est député. Je suis d'accord avec vous. Le maire du plateau, il n'a pas été élu. En principe, comme vous dites que la Côte d'Ivoire est 5e puissance et que c'est un pays émergent, ça veut dire que vous êtes parmi les grands. Parce que les 4 autres avec qui vous êtes, pour vous faire le 5e là, le 5e pays, la 5e puissance, ce n'est pas des moindres. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils se comportent. Ici, si ça avait été dans ces pays-là, M. Akossi, pour le démettre, c'est le conseil qui se réunit. Il prend une décision. Selon les textes, selon les lois de la commune ou bien de cet État-là, pour le démettre de ses fonctions, par rapport aux fautes. Et d'ailleurs, ce n'est pas le président Trump qui va se lever pour dire non, monsieur Akossi, vous avez bouffé l'argent, on vous enlève. On vous met sous investigation, c'est-à-dire on vous met sous enquête. Il faut faire des enquêtes. Il faut prouver votre culpabilité et puis on vous dépose. Ou alors, si vous devez aller en prison. Et puis, ce qui est intéressant, est-ce que vous savez qu'on leur dit, par exemple, ça a été prouvé que vous êtes coupable, on vous dit, ok monsieur, on est dans quel mois? On est au mois de septembre, on vous dit, le 18 octobre, vous vous présentez à la prison fédérale de tel État. Le 18 octobre, vous dites à un ami qui vous accompagne en voiture, on dit à 10 heures, vous arrivez là-bas, vous donnez votre papier que vous avez reçu du tribunal qui dit que le 10 octobre, vous devez aller en prison. Vous vous présentez là-bas le 10 octobre, voilà votre papier, on ouvre le gate, vous rentrez, vous partez en prison. Le temps que vous devez sortir, on vous dit ça, vous sortez. Mais ce n'est pas le président Trump qui va se lever pour dire non, on démet celui-là, on va mettre M. Sauvignon ou bien je ne sais pas qui là, comme candidat, ou bien celui-là, on ne peut pas te prendre comme candidat, on va mettre celui-là. Mais les gens, ils font des primaires. C'est au vu de ça que les choses avancent. C'est au vu de ça qu'on prend les décisions qui suivent. On dit que vous avez été corrompu, vous avez eu des pots de vin, on ne vous arrête pas comme ça. On ne va pas vous prendre comme ça. Non, on vous convoque. Vous venez et on commence une enquête. Vous avez votre avocat. Si vous êtes prouvé innocent, vous rentrez à la maison. Si le jour du procès, on a trouvé que vous êtes coupable, on vous dit quel jour vous devez aller en prison. Si vous êtes déjà en prison avec votre salopette orange ou bien rayé, vous repartez dans le cargo de la prison tranquillement. Mais si vous êtes encore à la maison, on vous retire votre passeport et tout pour ne pas que vous puissiez sortir du pays. Et quand l'enquête est finie, vous êtes coupable, vous donne la date à laquelle vous devez rentrer en prison. Mais voilà quelqu'un, il n'est pas au courant des décisions que ses ministres prennent, mais il a le temps d'émettre des gens de leur fonction. Il a le temps de chauffer le chaud, de souffler le chaud et le froid en même temps. Il a le temps de faire la pluie et le beau temps des Ivoiriens. Mais pourtant, il s'assoit au Conseil des ministres et il n'est pas au courant de ce que les gens prennent après des conseils des ministres, après telle ou telle situation. Il n'est jamais au courant. À quel moment il va être au courant? Alors les Ivoiriens qui me suivent, qui m'écoutent, regardez vous-même, mettez-vous devant un miroir et puis regardez-vous. Il va après Paul, vous ne dites rien, vous êtes prochain. Il va après Geneviève, vous ne dites rien, vous êtes le prochain. À quand vous allez prendre des décisions? Quel jour vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous lever? Il n'y a plus de solidarité en Côte d'Ivoire. Reconnaissez parmi vous, regardez dans le groupe, essayez d'identifier tous les scientifiques politiques. S'il y a des politiciens alimentaires, il doit y avoir des scientifiques politiques ou alors des politiciens scientifiques. Des gens qui vont à la politique avec leur calculatrice dans leur sac. Si on me nomme, si
si c'est sur ça on va rester, et les générations futures, et vos enfants, vos grands-parents n'ont rien eu, vos parents même n'ont rien eu, vous aussi, vos enfants et vos petits-enfants. Mais quand est-ce que ça va arriver sur vous? Quand même. Bougez un peu. Essayez de vous secouer pour que je sais pas, les puces ou bien les mouches ou bien les manias ou bien je sais pas quoi, tout ce qui est sur votre veste là. Essayez de vous secouer un peu pour que ça tombe. Organisez-vous. Et tout ça peut se faire dans la paix. Vous n'avez pas besoin d'armes pour revendiquer. Il y a eu plein d'exemples autour de vous. Vous n'avez pas besoin de casser. Organisez-vous, organisons-nous. Les querelles de personnes, les querelles au sein d'un même groupe, au sein d'un même parti, des gens qui ne veulent pas se réconcilier, des gens qui ne... Et après, on accuse une autre personne, mais elle a déjà le cas de Mme Gbagbo, mais pourquoi elle a pris parti? Elle est partie du côté de Sangaré. Mais M. Sangaré et puis M. Atié, c'est des enfants. Des vieilles personnes comme ça, vous ne pouvez pas régler vos différends. Et les gens qui vous suivent là, c'est eux maintenant qui prennent votre parole pour dire que pourquoi Mme Gbagbo est partie de ce côté, elle n'est pas partie de ce côté. Mais vous-même qui les suivez là, à quel moment vous avez cherché à poser votre pied à terre pour dire que cette affaire-là, on doit régler ou alors nous, on n'est plus avec vous? Quand est-ce que vous avez eu à vous exprimer? C'est au PDCI, elle dit quelque chose et puis tout le monde se tait, tout le monde suit. Mais je ne crois pas que ce soit le cas au FPI. Alors, comment vous entendez militer? Les gens vous regardent. Il y a des gens qui ont rejoint le FPI simplement parce qu'ils ont vu que, ah non, ici, on donne la parole à tout le monde. Ici, c'est comme ça. On peut dire ce qu'on pense. On peut faire ceci. Mais maintenant, là, ce que vous reprochez aux autres, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là avec le leader, vous êtes là avec celui qui est devant vous, et personne ne parle. Mais c'est ce que M. Linda Kwasi a dit là. Vous criez au scandale. Mais revenons même sur le cas Linda Kwasi. Vous votez des gens qui ne sont même pas de l'ethnie de la région. Je prends un cas simple. À supposer que moi, on me choisisse pour aller être le député de Korogo. On sait qu'à Korogo, ils ont des masques. On sait qu'à Korogo, il y a le Bolowi, il y a tout ça. On sait qu'à Korogo, ils ont des séances d'initiation des jeunes garçons. Ça veut dire quoi? Là où ils vont initier ces jeunes garçons-là, ces coins-là sont considérés comme des forêts sacrées, c'est-à-dire des forêts sacrées ou bien des lieux sacrés. Moi qui ne suis pas Sénoufo, moi qui ne suis pas de Korogo, à supposer qu'on veut faire une école ou bien on veut construire une usine de traitement de lait, des trucs comme ça. Et puis on me dit, ok, non, on a cherché, bon, je dis, bon, on va se voir, on a sillonné le département et tout, et puis j'ai choisi, je dis, ah, mais ici, c'est mieux parce que c'est beaucoup plus frais, parce qu'il y a les rivières à côté et tout ça. Et je décide que ça se passe là. Mais moi, je ne suis pas Sénoufo. Quel que soit ce que vous allez me dire sur vos histoires d'initiation des jeunes garçons, ou bien quoi, je ne vais pas entendre. Je ne vais pas vous comprendre. Alors que si c'est un Sénoufo qui est là, il connaît parce que lui-même, il est passé par là. Il a subi cette séance d'initiation. Il comprend mieux. Vous prenez par exemple chez les Yakuba, ils ont leur rituel aussi. Ou alors vous prenez les gens de Sikessi, du Gomon, les Gomons. Il s'agit du fait que à partir de leur fête de génération, quand c'est la période, après minuit, personne ne rentre dans le village. Et eux tous, ils respectent ça. Et tous ceux qu'ils invitent à la fête respectent ça. Parce que vous leur avez imposé ça. Mais si votre fête là, c'est des étrangers qui sont devant, ils vont dire, mais de toute façon, quand les gens viennent après minuit, là, ça ne fait rien, donc laissez-les. Mais vous-même qui savez ce que vous allez faire de votre fête, vos rituels,
vous savez l'impact, vous savez pourquoi vous n'acceptez pas que les gens viennent après, que les gens rentrent dans le village après minuit. Et vous allez me nommer, ou bien vous allez me voter, mais je suis à Abidjan. Je repars là-bas pour des échéances électorales encore. Je ne suis pas impliqué, je ne m'intéresse pas, je ne me verse pas dans ça, dans vos pratiques. Comment je peux vous défendre? Comment je peux vous défendre les intérêts des Sénoufos? Si je ne suis pas Sénoufo, je vais servir là-bas. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, mais c'est parce qu'on veut saper ou bien on veut faire certaines choses que j'ai accepté d'être la députée de Korogo. Alors, je vous remercie pour cette émission et je pense qu'on a un peu fait le tour de notre sujet et nous allons vous donner rendez-vous pour le lundi prochain à la même heure. Et je vous promets, ce lundi-là, ça sera du direct. Je vais vous donner l'occasion. Nous allons vous donner l'occasion de poser des questions parce que à partir de demain, on va faire une large diffusion du thème de la semaine prochaine sur Tempo Afrique TV depuis Minnesota et vous aurez tout ce que vous voulez savoir, toutes les informations autour de l'émission pour que vous soyez préparés pour vos questions, pour qu'ensemble, je vous ai dit que c'est votre émission, c'est vous qui êtes au centre et pour qu'ensemble, nous puissions débattre des problèmes qui sont d'actualité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci pour votre confiance et nous vous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt. Bonsoir et bonne nuit. Que Dieu vous garde. Merci.